Bonjour à tous et bienvenue sur le canapé de la Rédac. Notre invité, vous le connaissez si vous vous réveillez de bonne heure le matin, du lundi au vendredi. Il nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Louis Dauphren. Bonjour les maris. Alors, vous animez le grand témoin, le grand débat, la matinale sur notre radio depuis plus de 20 ans. Alors, ça fait quoi cet anniversaire, Louis Dauphren? Oh là là, je ne vois pas le temps passer parce que tous les matins, évidemment, sont différents. C'est ça l'avantage, c'est qu'en radio, on ne s'ennuie jamais. On découvre de nouvelles personnalités, l'actualité évidemment change, les auditeurs aussi changent. Oui. Parce que même si vous durez 20 ans, vous n'avez pas les mêmes personnes. Beaucoup de gens me disent, vous savez, j'écoutais Europe 1, RTL, France Inter, et puis j'ai découvert Radio Notre-Dame et je suis resté. Et je suis parti en province, mais je continue à vous écouter par le net, etc. Donc la fidélisation, je pense que c'est une arme évidemment indispensable dans les médias. C'est une grande force pour Radio Notre-Dame d'avoir su fidéliser avec un matinalier qui reste 20 ans. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que je ne sois pas le plus ancien matinalier de la place de Paris. Allez savoir, on vérifiera en tout cas. Ouais, en tout cas, vous animez donc deux émissions. Enfin, il y a la matinale qui est de 6h à 9h, mais à 7h, il y a la partie matinale avec des chroniques, dont C'est une ça. que j'ai le bonheur de faire avec vous. Et à 7h30, le grand témoin qui dure 25 minutes. Expliquez-nous un peu, pour ceux qui découvrent sur le net, nos amis qui peut-être découvrent Radio Notre-Dame, c'est quoi le grand témoin, Louis Dauphren? Alors, c'est la possibilité, c'est né il y a quand même quelques années. Au départ, c'était une personne qui devait venir commenter les chroniques qui se faisaient à la radio. On lui diffusait du son, etc. Et puis, il a gagné un petit peu plus en surface. On lui a donné plus de temps. Donc, il y a eu 40 minutes qui lui ont été données. Puis, on est passé à 25 minutes parce qu'à cause du Covid, il a fallu changer quelque peu Oui. les formats. Donc, aujourd'hui, il y a deux invités, 25 minutes avant 8h et 20 minutes après 8h. Ça, c'est le témoignage du jour. Voilà. Le principe du grand témoin, c'est assez simple. C'est une personne qui a la possibilité de s'exprimer pendant un temps long, ce que ne font pas les autres médias à ce moment-là, puisque vous êtes sur du temps très court. La raison économique en est simple. On peut l'expliquer en deux mots. Comme Radio Notre-Dame vit de dons, eh bien, on n'est pas tributaire de la publicité. Ouais. Il y a très peu de publicité. Ce qui fait que le temps n'est pas monétisable. Donc le temps n'a pas de prix. Les 30 secondes sur Radio Notre-Dame ne coûtent pas 30 000 euros. C'est ça. Elles ne coûtent rien. Elles ne coûtent que la valeur que nous, on leur donne à ces 30 secondes. Et donc on a décidé de donner du temps au temps et du temps à la réflexion. Et ce qu'apprécie notre public, c'est justement qu'une personne puisse parler plus de 2 minutes. Elle peut parler 23 minutes, évidemment, dans l'échange, sur un certain rythme. Mais elle peut poser une réflexion en écho à... Alors, généralement, elle vient accompagnée d'un livre parce qu'elle a quelque chose à dire. Oui. Elle a une pensée qu'elle a maturée dans son esprit. Mais ça peut être un film, voilà. ça peut être... Mais cette pensée est toujours reliée à une actualité. Vous voyez, on n'est pas tributaire, c'est pas une émission littéraire, c'est une émission d'actualité. Donc, la personne vient faire partager un regard, une réflexion sur l'actualité. Et donc c'est un peu ça l'idée. Le grand témoin, il est grand, on va dire, par la taille, par la dimension qu'on lui donne, par le temps qu'on lui donne. Ça ne veut pas dire que tous les matins on reçoit des stars mondiales. C'est pas ça. D'abord parce que ce n'est pas possible. Et puis parce que ce n'est pas non plus ce qui est nécessairement souhaité. Moi, j'ai pu être déçu par des personnes très connues, mais qui arrivent avec un discours formaté qu'elles vont débiter dans tous les médias de la même manière, qui ont une communication beaucoup trop cadenassée. C'est le cas en particulier des hommes politiques. Et tous les journalistes politiques vous diront, c'est très difficile de faire parler les politiques en vérité. Même si vous essayez de leur reposer 3 fois la question. Exactement. On a un peu des éléments de langage, des EDL, comme on dit dans le jargon. Et puis ils ont peur. Ils ont peur que sur un média chrétien, ils s'engagent trop. Ou alors, s'ils viennent, c'est vraiment pour dire quelque chose de très particulier qui corresponde à un élan de foi qui les anime. Mais c'est assez rare. Le monde politique est quand même extrêmement formaté dans du théâtre. Donc ce ne sont pas les personnalités les plus médiatisées par ailleurs qui vont être les plus intéressantes. Ce qui nous laisse donc une grande marge de faire connaître aussi des gens qui ne seront pas médiatisés précisément dans les autres médias. Voilà, parce qu'ils ne sont pas dans le petit cénacle des gens que l'on médiatise. Alors Louis Dauphren, comment êtes-vous devenu journaliste? Pourquoi avoir voulu embrasser cette profession? Écoutez, c'est venu par le goût. Vous savez, en France, le journalisme est très lié à la politique et à la littérature, aux circonstances. Donc on est aussi le produit d'une époque. Moi, c'est vrai que je suis issu d'une famille qui avait une appétence pour les idées, les débats, C'est-à-dire qu'à table, le dimanche midi, voilà, ça débattait, quoi. Voilà, ça débattait beaucoup. Mon père avait un certain âge, vous voyez, mon père est né en 1913, donc il n'est plus de ce monde.
mais il était très animé par tous les débats de l'avant-guerre, les grands débats idéologiques qui ont traversé le XXe siècle m'ont beaucoup construit. Et donc, c'est vrai que j'avais une grand-mère aussi qui faisait beaucoup de politique, autour du général de Gaulle en particulier, qui a joué un rôle important pour les veuves de guerre, notamment, défense des femmes qui ont été exposées pendant l'occupation. Donc tout ça, ça vous a nourri, en fait. Voilà, exactement, ça crée tout un contexte. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des familles où on est très enclin à ça, puis d'autres, pas du tout. Donc, voilà, j'ai fait ce choix d'exposer, en fait, des idées, c'est-à-dire les idées, c'est une matière qu'il convient de travailler et encore plus sur une radio qui a une prétention réflexive forte, puisque le christianisme, c'est de réfléchir sur soi aussi, c'est de réfléchir à son attitude, donc de poser des questions de fond. Donc là, ça s'est trouvé bien en convergence, parce que les grands médias ne donnent pas forcément une part aux idées très importantes. Donc le journalisme, j'entends par là à l'expression profonde des idées. Donc le journalisme, si on cherche dans le journalisme un moyen d'approfondir l'existence, un moyen de rechercher la vérité, on se retrouve plus mécaniquement dans des médias comme celui-ci. C'est pour ça que j'ai atterri ici. Alors justement, je sais qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur et qui inquiète beaucoup d'auditeurs peut-être qui nous regardent, mais et d'autres, c'est la question de l'intelligence artificielle. On nous dit peut-être que bientôt, il n'y aura plus besoin de journalistes avec ChatGPT, avec tous les autres systèmes. On ne va pas tous les citer, mais ils sont légion. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs ? Alors d'abord, de continuer de nous écouter, parce que je pense que le pari, et de nous regarder aussi, et le pari, c'est l'humain. Et donc si un média comme nous continue à exister, c'est qu'il aura toujours des ressources humaine derrière, même si le terme de ressources humaines est un peu entreprise, est un peu déjà très managérial, si on peut dire, marqué. Mais l'homme est primordial. On s'adresse à des personnes et les personnes qui nous écoutent, je pense, accordent de l'importance au fait que ce soit des vrais journalistes qui leur parlent. Mais quand je vous dis ça, c'est un défi, parce qu'il va de soi qu'il y aura beaucoup de tâches répétitives dans le journalisme, dans les médias, qui seront remplacés par des intelligences artificielles. Mais nous, alors c'est franchement un défi d'un média catholique de dire on donne la priorité à l'humain. Parce que c'est l'humain qui a et au plus fragile, de certaine façon. Et une âme, ou qui se pose des questions eschatologiques, les questions de fond, du salut, etc. Ce n'est pas une machine qui va se poser ces questions-là. Donc, nous, on est moins exposés que d'autres médias peut-être parce qu'on aura une attention plus forte à la fragilité et à l'humanité. Ça, je pense, c'est un point quand même clé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas optimiser certaines tâches via l'intelligence artificielle. Alors, Louis Dauphren, on va passer à la dernière séquence de cette émission. C'est l'heure de votre photoscopie. Alors, le principe est simple. Je vous montre une photo et charge à vous, Louis Dauphren, de me dire ce que ça vous évoque. La première, c'était le 15 mai 1993. Alors, évidemment, je reconnais la prise d'otage de l'école de la crèche de Neuilly, de l'école maternelle de Neuilly. Commandant Charcot, alors. Voilà, et vous y étiez, justement, racontez-nous. Et oui, j'y étais. Je me souviens, c'était pour l'agence France Presse qui m'avait demandé de couvrir cet événement, l'agence France Presse Service Audio. Je n'étais pas tout seul, j'étais mobilisé toute la nuit, la matinée. Je me souviens très bien de cet événement qui a beaucoup mobilisé les médias. Alors, ce qui est intéressant dans cet événement, c'est, moi, ça m'avait beaucoup marqué, c'est la rumeur. Oui. Le fait que quand il y a une prise d'otage, on ne sait jamais, il y avait Nicolas Sarkozy, il y avait tout le monde, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Et donc, il y a beaucoup de rumeurs et les journalistes doivent faire la part des choses pour savoir ce qui se passe exactement. Et le filtre à travers lequel passe l'information et distiller l'information par les autorités est quand même très important. Et on a du mal à savoir en fait ce qui se passe. Surtout que c'est en temps réel en fait. Mais oui, c'est en temps réel. C'est un peu la première prise d'otage vécue Exactement. par heure. Ouais. J'avoue que c'est extrêmement stimulant d'un point de vue professionnel. Ouais. Parce qu'on est dans l'attente, on vibre, comme tout le monde. Avec des garde-fous quand même. Ah bah oui. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est être très vigilant. Je me souviens parce qu'il y avait plusieurs entrées évidemment de du bâtiment. Donc il fallait poster plusieurs journalistes à plusieurs entrées pour savoir par où allaient sortir les policiers qui allaient sauver les enfants. Je me souviens aussi très bien d'un photographe
Le photographe qui a pris la fameuse photo qui fera la une de Match avec l'enfant justement qu'on voit ici en tenue rouge dans les bras du policier. Je me souviens qu'il y avait un photographe juste à côté d'une autre agence qui n'avait pas pu prendre la photo parce que son appareil apparemment c'était enrayé, n'avait pas fonctionné. Et donc ça s'est joué à la seconde parce qu'il y a eu un aller-retour du policier. Et à ce moment-là, il y a un photographe qui a pris la bonne photo. Et puis d'autres qui n'ont pas pu la prendre à ce moment-là. Voilà, donc le journalisme ou la photo, c'est parfois un coup de chance. Alors c'est beaucoup d'attente le journalisme, mais quand ça s'emballe, ça va très vite. Et donc là, il faut être absolument opérationnel pour repérer les moments clés, et en particulier dans une prise d'otage. Là, on va parler d'un de vos tropismes, je crois. Ah oui, c'est sympa. L'alpinisme. Oui, j'aime beaucoup l'alpinisme. Est-ce que ça vous aide à prendre de la hauteur? Parce qu'on est un peu dans la folie de l'actualité parfois. Oui. Est-ce que ça vous aide? Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est ma respiration. Au sens strict du terme, on respire mieux quand on est en altitude. Enfin, il y a moins d'air, mais on respire mieux quand même. Intellectuellement, spirituellement, la métaphore de la montagne et la métaphore de la spiritualité se conforment très bien à l'univers de la montagne, même si c'est un désert hostile et un milieu instable et dangereux. J'avoue que je trouve dans l'alpinisme, pour peu que je puisse en faire, parce que malheureusement, en étant à Paris, c'est difficile, mais j'en fais aussi avec mes enfants, je les ai beaucoup initiés à ça. C'est un nouveau sens à la vie pour moi, parce que je comprends très bien les personnes passionnées par une activité qui vous met en contact absolu avec la nature, parce que l'alpinisme, c'est le monde d'en haut, c'est un monde au-dessus du monde. Et donc, on ne voit pas le monde de la même manière, et c'est un monde aussi intérieur. René Desmaisons disait, on ne grimpe pas plusieurs montagnes, on grimpe une seule montagne dans sa vie. En fait, c'est une montagne intérieure qu'on gravit. Ouais. C'est est-ce que je suis capable d'aller au-delà de ce que je suis, de ce que je peux faire, et est-ce que je suis capable d'obtenir cette récompense céleste? C'est presque une prière, en fait. Absolument, c'est une méditation. Il y a plusieurs manières de voir l'alpinisme. Vous avez ceux qui vont le voir dans l'ultra-performance, les Kilian Jornet ou Charles Duboulot récemment, au Grand Joras, dans un solo incroyable, premier solo hivernal en solitaire des Grandes Joras. Donc il y a l'ultra-performance, il y a l'athlétisme de haut niveau, mais il y a aussi le méditatif, il y a aussi la solidarité, il y a aussi le dépouillement. Et ça, je pense que la montagne est vraiment au rendez-vous de tous les défis contemporains pour ça. Prochaine photo. Alors là, c'était... Qu'est-ce que c'est ? Ça me dit quelque chose, mais... Alors là, c'est une interview que vous avez fait, mais pas dans les locaux de Radio Notre-Dame, mais à Dammartin-en-Goële. Absolument. Avec Michel Catalino. Le terrain, pour vous, c'est toujours important. Là, c'était avec l'imprimerie où c'était retranché les frères Kouachi. Exactement. Et vous aviez interviewé l'imprimeur, justement, qui avait un de ses salariés qui était caché. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Histoire incroyable. Et même le terrain, rapidement... Alors, le terrain, on devrait plus en faire, mais je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, Louis-Marie, et peut-être que les personnes qui nous écoutent aussi estiment qu'on devrait peut-être être plus en phase avec le reportage, ce que je partage comme idée. Là, c'était d'aller recueillir le témoignage de celui qui avait été, malgré lui, plongé dans la grande histoire, avec les frères Kouachi qui se sont réfugiés dans son imprimerie à Dammartin-en-Goële et qui s'est retrouvé... Donc les assassins de Charlie Hebdo, pour ceux qui... Il s'est retrouvé dans une situation, et pas que lui, il y avait un autre employé aussi qui s'est retrouvé dans une situation absolument dingue, de devoir se cacher, même caché sous un lavabo, figurez-vous, alors que les frères Kouachi se lavaient les mains dans le lavabo et que s'il avait ouvert le placard sous le lavabo, il aurait peut-être été découvert et il n'aurait plus été de ce monde. Oui. Donc il a fallu user de stratégies d'urgence incroyables pour accoucher d'un témoignage, c'est compliqué. Et son témoignage était merveilleux. Enfin, je trouve vraiment, parce qu'il y avait tout un recul, toute une intériorisation aussi de la peur, de la résilience. Là, on vous le proposera sur le web. Ah oui, je pense vraiment, c'était une personne qui a... Après, il faut encaisser aussi tout le contre-coup de ça. J'y ai échappé à quelque chose là de terrible. Et on a conscience de tous les cheminements intérieurs après que ça peut provoquer. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça s'est passé? Et j'ai trouvé vraiment la rencontre avec ce personnage tout à fait passionnante. Surtout sur les lieux en plus. Oui, c'est vrai que ça donne une émotion encore plus forte, je pense. C'est indiscutable. Dernière photo, la voici. Un tableau noir. Un tableau noir parce que vous êtes prof en école. Alors justement, quel conseil donneriez-vous si vous étiez par exemple Rainer Maria Rilke et vous deviez écrire une lettre à un jeune journaliste? Quel conseil vous pourriez lui donner au-delà de bien faire son texte, de ne pas se tromper dans les faits, d'être factuel, de bien faire les choses, mais peut-être qu'est-ce que vous lui diriez au-delà des règles de base, mais quelque chose de plus profond peut-être? De plus profond, c'est l'amour de la vérité.
Je pense que c'est un métier indispensable avec la recherche de la vérité. C'est pour ça que quand on me dit « Ah, mais vous êtes dans un média religieux, confessionnel, c'est pas compliqué d'être journaliste dans un média confessionnel », je dis « Mais bien au contraire, puisque moi, je n'ai pas le droit de mentir. Déjà, c'est pas le cas de tous les journalistes. Hein. Les journalistes qui mentent effrontément. Hein. Voilà. Moi, je n'ai pas le droit de mentir. Et j'ai un devoir d'exposer les choses de la manière la plus honnête possible. Même si ça peut déplaire à certains. Ah oui, même quand ça me déplaît. Hein. Oui. Donc il faut donner la parole à tout le monde, ou plus de gens possible, ou du moins à ceux qui acceptent de venir aussi sur cette antenne. Hein, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas de venir à Radio Notre-Dame. Parce qu'ils se disent, oh là là, qu'est-ce que je vais faire chez les cathos sans voir d'ailleurs qu'il n'y a pas que des cathos qui écoutent la radio. C'est une radio généraliste. Exactement. Donc il y a 3 cercles dans cette radio. Il y a le cercle des amis proches qui financent la radio, qui ont un investissement énorme. D'ailleurs, vous pouvez vous-même faire un don. Exactement. Il y a le deuxième cercle de gens qui sont fidélisés, qui aiment cette radio comme ils écouteraient une radio un peu comme France Culture, c'est-à-dire il n'y a pas de publicité, il y a plus de fonds, mais qui ont un degré d'attachement à l'Église qui peut être tout à fait relatif, et relativement distant, proche ou distant. Et puis de toute façon, on ne le juge pas et on ne le sait même pas, puisque la radio, c'est un média gratuit, on ne sait pas qui écoute. Et puis, il y a le troisième cercle, ceux qui nous écoutent parce qu'on apporte autre chose que ce que les médias dits mainstream apportent. Et je pense que vraiment, un journaliste qui travaille ici, et puis même ailleurs, c'est l'amour de la vérité qui doit l'emporter. Et d'ailleurs, c'est dans les chartes de déontologie du journalisme. Hein, c'est le droit à l'information, la recherche de la vérité. C'est écrit stricto sensu dans les chartes d'éthique journalistique. Donc moi, j'aimerais questionner le monde journalistique là-dessus. Qu'est-ce que la vérité ? La fameuse question de Pilate au Christ. Qu'est-ce que la vérité ? On doit se poser cette question quand on est journaliste. Ça veut dire l'interdiction du plagiat, par exemple. Ça veut dire l'interdiction de plein de choses. Donc ça veut dire une éthique, une morale, osons le terme de morale, et puis la passion d'aller déceler dans le fatras des événements, du chaos du monde, ce qui doit être dit et ce qui peut être une source de leçons pour que les gens grandissent. Vous voyez, c'est ça la différence, surtout sur un média comme le nôtre. C'est pas de faire du bruit pour faire du bruit. Ça, on s'en fiche. Il y a plein de gens qui font du bruit. Le bien ne fait pas de bruit, comme on dit. Voilà, exactement. Il y a plein de gens qui font du bruit. Donc, on peut faire du bruit sur des choses qui en valent la peine, mais c'est surtout de se dire qu'est-ce qui va faire progresser aujourd'hui le jugement, ma réflexion, mes attitudes, qu'est-ce qui peut me faire changer en bien. Voilà, sans être moralisateur. C'est pas ça. Hein. En tout cas, merci à lui d'avoir pris ces quelques minutes avec nous. Merci. On vous retrouve donc tous les matins de 7h à 9h sur notre antenne. Merci de nous avoir suivis sur le canapé de la rédac. Merci à Emilio No qui a participé, qui a préparé cette émission. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Merci le mari. Ciao, ciao.